interview après l'effondrement. Après l'effondrement, c'est Camille et Victor. Et Dario, je te laisse lancer la première question. Ok. Alors du coup, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter votre parcours et puis ce qui vous a amené à la notion d'effondrement? Je ne sais pas lequel veut commencer, Victor ou Camille. Victor, tu veux commencer? Ok. Moi, je suis graphiste, j'ai 25 ans. J'ai fait une école de graphisme, donc j'ai fait un master. Donc, là, actuellement, je travaille dans une agence de communication. Et ce qui m'a amené à me poser des questions sur l'effondrement, on va dire que c'est le fait de discuter avec Camille, entre autres, sur une discussion. Ok, Camille. Alors, moi, mon parcours, c'est juridique. J'ai un master de droit public et j'ai fait mes dernières années aussi, ma dernière année à sciences politiques. Donc j'avais plutôt l'habitude de mettre le nez dans des rapports de 200 ou 300 pages et de les lire et de les synthétiser. Ça faisait partie de mon quotidien et de choses que je faisais un petit peu tout seul. Ce qui fait que j'avais un peu la même réflexion que Servigne sur le fait de coupler certains trucs et de me dire tiens c'est marrant, il y a des spécialistes qui disent ça mais d'autres disent un peu le contraire sur d'autres domaines. Donc j'avais aussi cette envie de faire des liens. La notion de l'effondrement, en fait, c'est un ami à moi qui me rabâchait ça tout le temps. Et j'y suis allé un petit peu en mode gros sceptique et par curiosité. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une idée, une problématique qui était en fait beaucoup plus sérieuse que ça, qui était plus rationnelle que ce à quoi je m'attendais, et qui soulevait des véritables problématiques. Et d'où le fait que j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet et un petit peu aussi de mettre une pierre à l'édifice sur le fait de surtout donner une vision aux gens de ce que c'est une société effondrée. Ok. Even, tu... Je vais rebondir, mais ce qui est intéressant là, on fait un petit tour de qui vous êtes, enfin un peu vous situer, parce qu'on vous connaît surtout à travers votre chaîne. Et puis du coup, ce qui est intéressant, c'est voir un petit peu où vous vous positionnez par rapport à l'effondrement, et puis après on va rentrer un petit peu du sujet. Ok. Alors du coup, je sais que Camille, tu te considères pas collapsologue. Par contre, il y a plusieurs penseurs entre guillemets, c'est un grand mot peut-être, mais il y a plusieurs penseurs et scientifiques et communicants, etc. autour du concept de collapsologie qu'on va pas redéfinir ici, parce que tout le monde sait à peu près de quoi on parle. Et du coup, par contre, lesquels te paraissent les plus pertinents, desquels tu te sens le plus proche, et pourquoi? Alors déjà, j'essaie d'éviter les personnes qui sont vraiment des communicants autour de la question de la collapsologie. J'avoue que je suis pas très fan d'Yves Cochet et voire pas du tout fan de Fred Vargas. Je crois qu'en plus Fred Vargas se dit aussi collapsologue. Parce que j'ai pas l'impression en fait que leur but c'est de proposer une réflexion ou de faire de la recherche sur le sujet, mais c'est vraiment de communiquer dessus. Moi, ça me dérange un peu. Je préfère justement des mecs comme Servigne ou à la limite Mignereau, même si Mignereau il est plus dans apporter une réflexion sur le sujet. Ouais, c'est plus ces mecs-là qui me plaisent. Après, moi j'aime beaucoup les personnes qui ne se considèrent pas comme collapsologues, mais qui admettent la possibilité d'un effondrement, donc ont un regard critique dessus, et en même temps l'admettent comme théorie et apportent leur pierre à l'édifice sur le sujet. Moi j'aime beaucoup Jean Covici et Bioui sur ces questions, parce que justement ils apportent un regard qui est pas trop affectueux envers la discipline, et en même temps qui sont capables de nous proposer des véritables réflexions sur le sujet. Ok. Victor, tu veux répondre à la question? Je pense que j'aurais pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Moi, je lis beaucoup moins que Camille sur le sujet. J'ai surtout lu Servigne et ouais, en gros, c'est un peu okay. Aussi Biwix. J'ai bien aimé son. Et qu'est-ce que t'en penses de Servigne? Moi? Ouais.
Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une personne qui parle très bien. Du côté de ses idées, je suis assez conquis. Parce qu'en fait, moi, avant de penser à tout ça, j'étais assez intéressé par l'écologie, mais il y avait dans le discours écologique dominant quelque chose qui me gênait un peu, notamment du côté de la croissance. Et ça fait un moment que je trouvais que c'était pas cohérent. Et du coup, le fait d'avoir découvert le discours de Sarvin, ça m'a pas mal. Ok, merci. Alors du coup, on va vous poser une question qui nous a été du coup transmise via le formulaire par Motaba, qui est présent là avec nous, mais il souhaite qu'on pose la question. Alors du coup, il y a plein de gens qui parlent d'effondrement, il y a plein de scénarios différents. Mais alors vous, lequel, s'il y en a un qui se démarque, quel scénario vous semble le plus probable quand on parle d'effondrement? Est-ce que c'est un scénario plutôt lent, plutôt rapide, plutôt par à coup, plutôt général? Et puis surtout la grande question, dans quel délai et quel déclencheur? Qu'est-ce qui vous paraît voilà. Ouais, sans faire vos if Kochev justement, mais plus qu'est-ce qui vous parle, enfin comment dire, comment vous voyez la chose? Quand vous l'imaginez en fait. Ouais, comment on l'imagine. Ouais. Moi, j'avais une réflexion moins poussée que Camille, je pense, donc je vais répondre assez brièvement. Moi, j'imagine un peu ce que dit Philippe Buix pour le coup, enfin de ce que j'ai compris en tout cas, une descente très très lente avec beaucoup de résistance de la part des sociétés pour continuer à s'organiser malgré des baisses énergétiques, mais ce genre de choses. Et du coup, en gros, des inégalités qui vont être de plus en plus croissantes à fur et à mesure que l'énergie se raréfie. Alors, je suis assez d'avis. Alors, je pense que c'est un point commun qu'on a avec Victor, c'est-à-dire que l'effondrement pour, je sais pas, le jeudi 12 décembre, j'y crois pas trop. Je suis pas très adepte de l'effondrement ponctuel, même si je visualise comment un scénario comme ça peut arriver, mais je le trouve beaucoup moins probable qu'une longue descente aux enfers, finalement, un petit peu longue, insidieuse, auquel on n'arriverait pas à réaliser ce qui est en train de se passer. Alors moi je serais incapable de donner une date, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas trop quand Yves Cochet justement se prononce sur le sujet, même quand il dit qu'il n'est pas à 5 ans près, je pense que si on est capable de le dire à 20 ans près, c'est déjà pas mal. En fait, tout va dépendre de si l'effondrement, ça va être quelque chose qu'on va choisir, c'est-à-dire qu'on va être au bord du précipice sur les questions environnementales et qu'on va amorcer une décrue énergétique donc qui sera voulue, et là ça pourrait être peut-être plus rapide que prévu, ou si en fait on va se diriger vers des scénarios environnementaux qui sont plus business as usual, c'est-à-dire que finalement on va pas réussir la transition et on va attendre que le climat ou que les bouleversements climatiques nous tombent dessus. Et là, ça va être plus une dégradation un peu plus longue, c'est le climat qui va affecter nos sociétés. Donc, plus sur une idée que ça va être très long. Je serais incapable de dire si c'est moi ou mes gamins qui seraient capables de le vivre. Et après, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas forcément inéluctable, voire que c'est pas le seul scénario qui pourrait nous arriver. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs. Il y a une autre question qui est un peu dans ce sens-là. On y reviendra tout à l'heure. Sur la chaîne, en fait, il y a finalement le choix que je vois qui a été fait, hein, et un peu d'exprimer une vision un peu technique de l'effondrement. Enfin, tu vois, une vue un peu en prenant sur les différents sujets là que vous avez déjà apportés sur la médecine, le sport, et du coup, on retrouve un peu ce bagage de vouloir synthétiser de l'information et se projeter dans les différents scénarios. À titre plus personnel, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le vivez, cette information de l'effondrement, comment elle vous a affecté, qu'est-ce que vous avez transformé dans votre vie? Alors, vous avez créé une chaîne, mais autour de ça un peu, qu'est-ce que ça a changé? Victor, tu veux commencer ou... J'ai pas grand chose à dire là-dessus, je suis encore en réflexion sur ce genre de choses. Ce qui a changé principalement, c'est je suis plus dans une consommation assez frugale de ce que je fais. J'essaye de pas acheter neuf, j'essaye d'acheter le moins possible de choses. J'essaye de voir en fait ce qui est nécessaire et ce qui est
ce qui est juste du confort et à quel point je peux baisser au niveau du confort. Pareil, par exemple, pour le chauffage, j'essaye de ne pas en abuser non. Donc l'effondrement a eu un impact direct sur ta vie en fin de compte. Voilà. Ouais, mais pas de manière violente, quoi. J'ai pas du jour au lendemain changé de manière de vie. Et sur un plan plus perso, émotionnel, si on parle, enfin, de quoi je parle, d'éco-anxiété et tout. Ouais, j'ai pas dépassé, je pense, ce stade d'anxiété pour le coup. D'accord. Ok. Alors, du coup, moi je connais ma réponse parce qu'en fait, on m'a posé exactement la même la semaine dernière, une table ronde sur l'éco-anxiété. Alors moi, clairement, je suis pas du tout passé par une phase d'éco-anxiété, mais ce que j'expliquais, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi je n'étais pas tombé là-dedans. Je pense que c'est déjà coup de bol. Moi, j'ai toujours voulu, même sans m'intéresser aux questions environnementales, me diriger vers un mode de vie autonomiste, c'est-à-dire me démerder à faire ma bouffe, à faire de l'électricité, etc. Je me suis toujours dit que de toute façon, j'aimerais dans le futur évoluer vers cette voie. Ce qui fait que même en rajoutant cette possibilité d'effondrement social ou de société qui galère, ça m'a pas brisé pour autant mes perspectives d'avenir. Et je pense que la deuxième chose qui fait que je suis pas tombé dans de l'éco-anxiété, c'est que je suis très stoïcien dans ma manière d'appréhender les choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pas d'emprise sur quelque chose, je m'attarde pas beaucoup dessus, je mets peu d'émotion, peu d'énergie à lutter contre des choses sur lesquelles j'ai pas d'emprise. Ce qui fait que le fait d'avoir un petit peu cette philosophie pendant des années, ça m'a pas tant perturbé. Après, comment l'effondrement il a pu changer des choses, ça a quand même changé le fait que je perçois la problématique environnementale différemment. C'est-à-dire que pour moi, la collapsologie, c'est vraiment une des meilleures réflexions qui a été faite sur la transition écologique de ces dernières années. Toute critique qu'elle peut recevoir, c'est que en gros, elle met en avant pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, quels sont les freins au fait qu'on puisse y arriver et qu'est-ce qu'on risque aussi si on échoue. Et ça a changé la façon dont je percevais les choses. Je me disais, l'écologie, il faut qu'on trouve des solutions, qu'on développe des machins, alors qu'en fait, la question, elle est tout autre. C'est qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on peut changer dans justement ces freins qui nous empêchent d'avancer. Ça a surtout changé ma manière d'appréhender ces questions. Et justement, j'avais une question sur la table ronde, parce que tu en avais parlé un petit peu sur ton Twitter, tu avais développé une réflexion assez intéressante sur le constat qui est souvent fait dans les médias, que présenter la situation écologique actuelle comme une catastrophe, ça conduit à la sidération, donc à l'inaction. Et puis au point que ça détourne finalement le propos de l'effondrement, et ça devient l'effondrement devient presque responsable par son catastrophisme de la catastrophe qui advient. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, parce que tout le monde ne suit pas forcément Twitter, et je trouvais que c'était assez intéressant ce que tu avais dit. Alors, ouais. Alors déjà, en fait, c'est même pas forcément la collapsologie ou l'effondrement, on a tendance à dire, mais si on présente la situation environnementale comme étant une catastrophe, les gens, ils vont être sidérés, ils vont pas bouger de chez eux, ils vont s'enfermer dans leur chambre sous la couette. Et voire même ils vont pas bouger, du coup on bougera pas, et s'il y a un effondrement ou une crise écologique, ce sera de leur faute. Alors moi je balaye un petit peu le c'est pas de leur faute en disant que c'est vraiment une réflexion très vache, dans le sens où c'est un petit peu comme si je disais ceux qui pensaient en 1937-38 que la guerre allait éclater, du coup ils n'ont pas suffisamment cherché la paix, du coup c'est de leur faute si c'est la guerre, alors qu'en réalité la problématique elle est bien plus complexe, et on aurait bon dos de leur foutre ça de leur donner cette responsabilité. Donc déjà ça, pour moi, c'est une réflexion un peu bête. Ensuite, c'est une critique qui est pertinente. Est-ce que le fait de dire que l'écologie, la situation actuelle, elle est catastrophique, peut-être qu'effectivement ça pousse les gens dans la sidération, et du coup ils évoluent pas. C'est franchement une critique que je constatais pas, moi, en observant le milieu effondriste, en voyant un petit peu les gens qui se bougeaient, les discords, les forums, des articles sur le sujet. Je me disais, mais moi, j'ai pas du tout l'impression que ce phénomène de sidération ait lieu. Mais pourquoi pas en vrai. Je me suis toujours dit, je vais attendre qu'il y ait des études, des enquêtes sur le sujet. Et là, elles commencent à sortir. Et ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une sorte d'idée reçue, cette idée de sidération. Qu'en réalité, effectivement, les gens, ça les perturbe, mais que cette perturbation, souvent, elle est très temporaire, et qu'au contraire, ça met les gens en action. Les gens se bougent, etc. Donc,
c'est quelque chose du coup qui confirme un petit peu la vision que j'avais. Et pour l'éco-anxiété, du coup, ce que j'avais développé sur les réseaux, c'est qu'en fait, l'éco-anxiété, pour moi, et de ce que je lis, elle a trois facteurs. C'est que l'éco-anxiété, elle monte d'abord parce que je pense qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus croissant pour les questions environnementales. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à où est-ce qu'on en est au niveau du climat, où est-ce qu'on en est au niveau des enjeux écologiques, on se rend compte que non seulement le compte n'y est pas, mais que c'est très loin de la vision du français lambda, c'est-à-dire on va empêcher le réchauffement climatique, alors que la véritable problématique, c'est comment est-ce qu'on va limiter la casse. Donc déjà, quand tu t'intéresses à ces questions et que tu réalises que en fait, le problème, c'est pas de ne pas avoir d'accident, mais avoir un accident avec le moins de risques possible, c'est forcément une cause d'anxiété. Le deuxième, c'est que en fait, l'argument générationnel, il est en train de disparaître, c'est-à-dire que l'argument des générations prochaines, on fait ça pour les générations d'après. Je crois que j'ai retrouvé un discours qui était de 52 où il commence à évoquer ça, c'est le début des questions environnementales pour les générations d'après. Et il y avait déjà cette question des générations futures, sauf que voilà, on est 70 ans après, les générations futures, elles sont là. Donc forcément, quand vous réalisez que vous êtes une personne qui va subir les conséquences du réchauffement climatique, il y a une cause d'anxiété qui revient. Et le troisième point, qui est un petit peu lié à la collapsologie, parce que c'est un thème que la collapsologie elle aime évoquer, c'est un petit peu le bilan de la transition écologique, que pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, et c'est de faire le constat que ça fait des années qu'on n'y arrive pas, pour plein de raisons. Ce qui fait que, en fait, il y a trois facteurs, c'est d'un seul coup, vous réalisez que la problématique est grave, qu'elle va vous toucher, et qu'en plus, les personnes avant vous n'ont pas réussi à résoudre le problème. Donc c'est forcément quelque chose qui crée de l'éco-anxiété. Après, avec les enquêtes et les études qu'on commence à voir sur le sujet, ça montre que ça met les gens en mouvement. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, en fait, il y a aussi le risque que si on n'est pas catastrophique, si vraiment on est dans l'euphémisation, je rejoins les propos, je crois que c'était Lux Emal qui disait ça dans l'émission Présage, c'est qu'en fait, on infantilise les gens, quoi. Et du coup, ils vont pas se mettre en mouvement si vous leur expliquez pas clairement la situation. Ouais, clairement. Et puis, je pense qu'il y a, c'est une réalisation relativement récente de la proximité. Enfin, tu sais, les derniers rapports du GIEC, des choses comme ça, qui ont donné ce côté vraiment imminent à l'effondrement, ou en tout cas à la gravité du changement climatique. Et c'est vrai que du coup, les gens ils sont en attente de réponses, d'où finalement le succès de vos chaînes et puis de votre chaîne et puis de tout ce qui est autour de l'effondrement. C'est que ça, voilà, tout le monde est dans la réflexion et aussi en recherche de pistes pour agir, pour avancer. Juste pour finir avec cette table ronde, est-ce que t'as retiré des choses de ces échanges là, du coup, parce que l'éco-anxiété, c'est vraiment un sujet qui concerne beaucoup de monde. Finalement, les gens comme toi, je suis un peu comme ça, moi je suis peut-être un peu plus entre les deux, mais qui arrivent à vraiment se détacher de l'anxiété que peut amener ce sujet-là, et surtout sur comment se projeter en fait dans le futur. Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues? Alors, la table ronde, elle a vite tourné sur des questions autres que l'éco-anxiété. C'est un petit peu bête, mais les intervenants, on était venus parler de ça, mais le public peut-être cherchait un peu à discuter d'autres choses. C'était intéressant pour autant. Après, pour moi, l'éco-anxiété, c'est quelque chose que je retrouve même sur des questions qui portent pas sur l'effondrement ou la collapsologie. C'est-à-dire que, par exemple, je suis dans une association Avenir Climatique, où là, c'est de la sensibilisation aux questions du réchauffement climatique. Donc, c'est pas forcément des personnes qui sont effondristes dans leur réflexion. Et pour autant, dès que tu commences à parler des conséquences du réchauffement climatique, il y a des personnes, ça les met vraiment mal, quoi. Ça les trouble, ça les bouleverse. Alors, personnellement, je suis pas psychologue, donc je saurais pas dire qu'est-ce qui pourrait améliorer ça, comment est-ce qu'on peut résoudre, mais je pense que c'est pas forcément lié que à la question environnementale, pas en tout cas lié que à la question de l'effondrement, c'est vraiment l'impression peut-être de perdre la main sur un destin commun, en fait. Ouais.
Alors du coup, j'enchaîne sur une question de GoSujet qui a été postée aussi sur le Discord. Alors GoSujet a 14 ans, je précise avant de lire la question parce que c'est encore plus intéressant du coup. Et du coup, il demande, au regard de cette anxiété, à votre avis, quelle approche pourrait-on adopter, devrait-on adopter même, j'ai envie de dire, vis-à-vis des enfants ou des adolescents? Doit-on leur parler d'effondrement, de changement climatique, etc. Et si oui, comment? Vaste question. Alors moi, je peux répondre assez brièvement du coup par rapport à ma propre éco-anxiété que je peux ressentir. Moi, ce qui fait que je ressens de l'éco-anxiété, c'est plus le fait de voir au quotidien qu'il y a finalement assez peu, même si ça augmente, de personnes qui parlent de ça, et quand ils parlent de ça, qui se rendent pas bien compte de l'ensemble de la problématique. Et du coup, je pense qu'il faut, que ce soit des enfants ou des adultes, augmenter la compréhension du sujet, en fait. Parce que moi, personnellement, c'est ça qui... Alors, je rejoins même totalement ce que dit Victor. Alors, parler de l'effondrement aux gamins, aux gamins d'ailleurs, c'est très méprisant la façon dont je l'ai dit. Parler de ça aux ados, aux enfants, moi je suis pas très fan. Je crois d'ailleurs que c'est la seule collaboration qui m'avait été proposée où j'ai pas accepté. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. En fait, de toute façon, la réflexion de l'effondrement, on l'a tout seul à partir du moment où on a les clés pour comprendre où est-ce qu'on en est sur les questions climatiques. Pour moi, il faut déjà qu'on explique clairement les faits. Je pense que la majorité des Français a un intérêt pour les questions environnementales, mais que la majorité des Français ont une absence de bagage qui permet de comprendre véritablement c'est quoi les enjeux, où est-ce qu'on en est et tout. C'est d'ailleurs, moi, je rejoins Victor, moi ce qui me fait peur aussi, c'est de voir que quand on parle d'environnement aux gens, une fois sur deux, ils te parlent de foutre un papier dans une poubelle verte, quoi. Alors que ça dépasse totalement ces questions. Donc pour ce qui est des enfants, leur parler ou non d'effondrement, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il faut plus déjà arriver à bien leur expliquer où est-ce qu'on en est au niveau du climat, ce que ça implique comme transformation de modèle, ce que ça pourrait impliquer comme conséquence. Et de toute façon, la réflexion, ils l'auront tout seuls. S'ils voient au bout de quelques années que ça avance pas, la réflexion de merde, est-ce qu'on risque d'arriver à un point où la société elle pourrait s'effondrer, ou l'environnement pourrait s'effondrer, ça va venir tout seul. Je pense qu'il faut pas tout de suite rentrer dans le sujet en évoquant au fait peut-être que tout s'effondrera. Je pense qu'il faut d'abord qu'ils aient les faits pour digérer le truc, quoi. Sinon ils vont pas comprendre. Du coup, ta réponse, si je comprends bien, c'est que plutôt que de leur parler d'effondrement ou de changement climatique, la démarche à adopter pour les enfants, les ados, etc., c'est plutôt de les éduquer en fait sur des questions plus larges de charge de la planète, d'écologie, d'impact, etc. C'est ça, mais en fait je pense qu'on est trop infantilisant. Le problème avec les enfants, c'est un véritable problème, hein. On n'est pas à la hauteur pour les explications, parce qu'on manque d'outils pédagogiques pour expliquer comment on explique à des adolescents ou à des enfants qu'on est en train d'avoir un accident environnemental et que ça nécessite énormément d'efforts, voire même que peut-être que des perspectives d'avenir qu'ils ont se ferment pour eux. Je sais que moi je reçois beaucoup de messages du coup par les réseaux sociaux de personnes qui sont en éco-anxiété, qui me disent moi je voulais travailler dans le jeu vidéo, est-ce que ça veut dire que c'est foutu, etc. et tout. Alors que la personne elle a plongé directement dans ce sujet, pour moi elle a une réflexion incomplète. Je pense que aussi il faut leur parler de réchauffement climatique, d'enjeux environnementaux, mais de le faire de manière moins infantilisante, qu'on leur explique que vraiment on est en train d'avoir un accident, tout en ne leur fermant pas toutes les possibilités d'avenir. Parce que moi, l'effondrement, c'est une question qui me passionne, que je trouve super intéressante, mais c'est pas pour autant que pour moi, c'est notre avenir à 100%. Donc il faut pas non plus que des personnes comprennent mal le sujet, se disent ok, c'est foutu, de toute façon, à quoi bon avancer, la société va s'effondrer. Alors que l'enjeu, justement, c'est d'éviter ça. Ouais, mais finalement, l'enjeu est souvent pour les enfants, ce qui est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes, mais mis à leur niveau. Et donc tout ce que tu dis, effectivement, on a déjà du mal finalement à expliquer à certains adultes les enjeux.
Donc pour les enfants, ils ont encore moins d'outils pour comprendre, quoi. Ouais, totalement. Et c'est vrai que nous, on est assez vigilants là dans la communauté du Discord. C'est arrivé que quelqu'un de 14 ans dise moi j'ai expliqué à mon petit frère de 8 ans l'effondrement. Bon, on lui dit c'est peut-être pas extrêmement judicieux, quoi. Il y avait quand même des étapes, 8-9 ans, on est des étapes de construction où on a quand même besoin de perspectives sur l'avenir. On a encore. Oui, Donc, puis digérer de toute façon les questions climatiques, le problème c'est que ça nécessite un bagage scientifique, c'est un peu compliqué. Mais après, moi je te rejoins sur le fait que c'est difficile déjà de faire de la pédagogie auprès d'adultes. C'est-à-dire que moi j'ai des proches qui ont 40-50 ans, c'est très compliqué de leur expliquer où on en est sur les questions climatiques. Alors expliquer ça à un enfant, mais au moins les enfants et les adolescents ont cet avantage que n'ont plus parfois les personnes de 40 et 50 ans, c'est la curiosité, quoi. Et après, des outils pédagogiques, on peut en créer, c'est pas parce qu'on les a pas. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait il y a pas longtemps la fresque du climat. Je sais pas si vous avez déjà fait ce jeu. En gros, c'est des cartes qu'il faut remettre dans l'ordre pour comprendre les interactions envers le climat et essayer de voir comment tout ça fonctionne ensemble. C'est hyper pédagogique, c'est simple, et il me semble qu'il y a une version pour enfants. Ça, par exemple, c'est un super élément qui permet à tout le monde de comprendre quelles sont les interactions climatiques, comment ça marche, et d'inciter à la réflexion. Moi, je pense que les outils pédagogiques, on peut les créer, il faut les créer, parce que c'est actuellement, on n'est pas à la hauteur. Alors, du coup, Gosujet, qui est là avec nous, est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, on a répondu à ma question. Néanmoins, je trouve que les enfants sont quand même pas assez prévenus. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi on les met pas tout de suite dans le bain? C'est-à-dire pour les questions de l'effondrement ou les questions du réchauffement climatique, de transition, tout ça? Surtout le réchauffement climatique, parce que ils savent qu'il y a un réchauffement climatique, mais on ne sait pas pourquoi faut autant être impacté et pourquoi on n'arrive pas à changer ça. Après, bon, ça c'est l'inertie systémique, hein, encore plus pour tout ce qui est mise en place de politiques publiques. Alors comme moi j'ai travaillé pour des administrations régionales, je peux vraiment dire qu'il y a vraiment une inertie dans nos administrations, dans la façon dont on met en place des politiques, dans la façon dont on les change. Donc en fait, ça m'étonne pas qu'on ne soit pas à la hauteur, mais ouais, pour le réchauffement climatique. Mais après, je pense aussi que nos décideurs politiques savent effectivement qu'il y a un réchauffement climatique, mais faut pas non plus trop les surestimer. Il y a des personnes qui sont haut placées, qui savent qu'il y a un réchauffement climatique, mais qui n'ont absolument pas compris non plus comment ça marche, quels sont les enjeux, quelles sont les interactions. Tu vas leur parler de l'océan qui devient le plus acide, et ils vont pas comprendre en quoi l'océan plus acide, ça dérange l'humanité, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment faut admettre le fait qu'il y a une incompétence chez nos décideurs politiques. Alors, pas forcément généralisée, mais faut aussi prendre en compte ça, et c'est aussi un des éléments de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire si on veut que la transition écologique marche et éviter les risques d'effondrement. C'est comment on fait de la pédagogie à la population, aux enfants, mais aussi aux décideurs politiques. Après, il n'y a pas Il n'y a pas que l'ignorance quand même. On peut quand même pas négliger le fait qu'il y a aussi toute une part de stratégie et de choix politique aussi. De la part des politiques, ouais. Je veux dire. Alors oui, mais je pense que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui pensent s'y connaître et en fait avance. Après, c'est très dur. Hein, une fois que tu es dans un parti, tu suis la ligne du parti. Je serais pas aussi peut-être manichéen, mais je pense véritablement que c'est plus de l'incompétence, mais de l'incompétence qui est ignorée, quoi. Ouais, non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas en train de dire que c'est un complot ou qu'on nous cache des choses volontairement ou quoi. C'est plutôt le côté, ce que tu dis, oui, évidemment, ça existe. Il y a des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas tous les éléments, toutes les cartes dans leurs mains pour comprendre la situation. Du coup, ils font rien. Mais il y a aussi quand même, il y en a certains qui savent de quoi il s'agit et qui font le choix de ne pas parler de décroissance, de ne pas parler d'économie d'énergie,
pour des raisons annexes, des financières, etc. Il y a un peu de tout, quoi. Après, oui, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas un complot des politiques pour nous cacher l'effondrement. Oui, totalement, mais après ça c'est soit de la dissonance cognitive, parce que voilà, le fait que si tu intègres le facteur environnemental, peut-être que ça remet en cause totalement ta vision de l'économie ou du social. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un biais psychologique qui existe. Et après, oui, qu'il y ait des intérêts financiers, etc. Ça, on le sait, oui, il y en a qui sont dans cette situation. Je crois que c'est cette semaine, il y avait un député Les Républicains qui avait, pareil, un discours climato-sceptique, etc. Alors que bon, on a tous les éléments devant nous pour écarter ce genre de truc. Ouais, finalement, le mix des opinions fait aussi que ça les dilue, quoi. Hein. De la même façon que les rapports du GIEC ont été très longtemps très conservateurs finalement, par rapport aux recherches scientifiques de pointe localement. Et je pense que ça se retrouve après sur le fait que finalement, aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on a encore des informations qui sont... on retrouve le fait que les océans augmentent, mais on est encore sur des choses très conservateurs sur les effets que ça va avoir à moyen terme, etc., par rapport à l'état de la science aujourd'hui, quoi. Oui, bah, totalement. Aussi ça, quoi. Ouais, je rejoins bien l'idée, c'est bonne formulation, le fait que aussi les idées elles se diluent, surtout le panel des idées fait que dès qu'il y a des faits ils se diluent, et c'est particulièrement vrai en France où le parti écologique, je vais dire majeur en France, c'est Europe Écologie Les Verts, celui qui est le plus écouté, donc c'est celui qui a le plus à cœur de relayer les informations sur le sujet, et qui pour autant le fait pas forcément bien non plus, quoi. Ce qui fait que les autres partis qui eux ne s'intéressent pas à ces problématiques, quand elles le relaient, soit s'en servent de faire valoir, je sais plus, je crois qu'en plus c'est La République En Marche qui parle d'écologie souriante, ce genre de truc. Il y a la dilution des idées, le fait qu'en plus ceux qui ont le plus à cœur de s'intéresser à ces problématiques ne le font pas forcément bien. C'est vraie problématique. Du coup, on enchaîne sur une question qui est dans le thème. Est-ce que vous votez pour qui, si vous voulez bien nous le dire, et est-ce que vous pensez qu'un parti politique peut présenter une solution à la problématique de l'effondrement, etc. Et si oui, lequel, bien sûr? Et bien sûr, la question s'adresse à vous deux, n'hésitez pas. Ouais. Moi, j'ai voté, je vote encore pour le moment. Au présidentiel, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon en premier tour, j'ai voté blanc au deuxième. C'est des choix assez, j'ai presque envie de dire cyniques pour ma part, quoi, dans le sens où j'ai envie d'avoir un vote que je considère utile par rapport à mon éthique. Pour autant, je suis pas forcément fan des idées des partis politiques, quels qu'ils soient. Il n'y a aucun parti politique qui correspond à mes idées, mais je fais quand même un vote un peu par défaut. Ok. Alors de mon côté, moi je ne vote plus. Je vote plus un petit peu par dépit, parce que voilà, on en revient à ce problème, c'est que les différents partis qui s'approchent de mes opinions, je trouve qu'ils sont vraiment à la ramasse, parfois sur des faits scientifiques, sur des questions économiques, politiques. J'arrive pas à trouver un parti qui vraiment me parle. Et en plus, sur les questions environnementales, actuellement, je redis, donc en France, c'est Europe Écologie Les Verts surtout qui monopolise, en tout cas en termes de score, et qui, pour moi, vraiment est un parti qui est pareil, un petit peu à la ramasse sur les questions environnementales. Enfin voilà, c'est un parti qui a quand même fait la promotion de pratiques comme la biodynamie, qui est pas fondée scientifiquement, qui a une position assez dogmatique sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a des avis, il y a des personnes anti-nucléaires qui sont très intéressantes, qui sont vraiment plaisantes à écouter, alors que là, on est vraiment sur de l'idée reçue, donc c'est super gênant. Alors bref, il y a plein de sujets comme ça, pareil, ils ont une position sur les vaccins qui, moi, me dérange de fou. Ça fait que je peux même pas m'identifier au parti écologique majoritaire dans le pays. Donc moi, je vote plus, un petit peu par dépit. À la question de est-ce que je pense qu'un parti politique pourrait éviter l'effondrement, après, oui, ce serait possible, mais je pense que c'est plus une mise en marge de la société. Pour moi, en fait, on pourrait continuer un petit peu notre vie
comme on l'a tous les jours, en ayant une sobriété et en mettant un paquet de thunes sur des projets technologiques qui peuvent nous aider à amorcer la transition. Ça changerait quelques trucs à notre quotidien, mais pas non plus énormément. En fait, plus on attend, plus en fait le moyen de répondre correctement aux enjeux environnementaux, c'est de se mettre en mode économie de guerre. Donc économie de guerre, ça veut pas forcément dire dictature, mais ça veut dire de vraiment allouer des ressources énormes et de faire une planification économique qui est de plus en plus majeure pour que ça change. Donc là, ça nécessite plus qu'un parti, ça nécessite vraiment un risque impérieux qui nous menacerait tous. Et que la société, elle se mette en marche pour le faire changer. Mais actuellement, je pense pas que le système des élections peut nous permettre d'arriver à une solution viable, en tout cas pour la transition écologique. Tu me permets une super transition. Comment sortir des constats, justement? Et du coup, comment rendre la collapsologie utile? Donc ça, c'est ta propre question. Mais en fait, c'est très bien parce que je pense que c'est un peu le thème des vocaux. C'est OK, sur le constat de l'effondrement, on a en France et ailleurs, mais on est vraiment une communauté qui s'est développée autour de l'effondrement, qui a des super constats, voilà, on a vraiment développé une belle théorie. Et maintenant, et je pense que là-dessus, quand on observe un peu toutes les initiatives qui démarrent, alors il y a des choses au niveau associatif, dans des villes, enfin il y a des tas de choses qui démarrent. Et après, dans les actions concrètes aujourd'hui, je trouve que le résultat est faible. Alors, justement, je pense qu'il y a peut-être plusieurs sujets, mais pour la première question, comment sortir des constats? Alors, comment sortir des constats? Alors moi, comme vous m'avez demandé s'il y avait une question qui me tenait à cœur, moi j'aime beaucoup comment justement on rend la collapsologie utile. Et comment on la rend utile même pour les personnes qui n'adhèrent pas à la question de l'effondrement. Pour les personnes qui adhèrent à l'idée d'un effondrement, qui reste quand même une probabilité, même si un effondrement c'est divers, c'est varié, et que il peut y avoir des secteurs de l'économie qui se cassent la gueule ou des secteurs politiques et d'autres qui tiennent la route. Donc faut avoir un point de vue critique. Je vais peut-être un petit peu structurer ma pensée. Déjà, la collapsologie, il faut qu'on l'aborde avec un regard critique. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est une théorie qui est super intéressante. Moi, j'aime bien la présenter comme un audit critique de la transition écologique. C'est-à-dire que c'est un bilan, voilà. Pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'on a fait, etc., où on en est, et où est-ce qu'on peut aller si jamais effectivement on fait rien. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures critiques qui a été faite de la transition. Mais il ne faut pas pour autant voir ça comme une prophétie. Comment est-ce qu'on peut la rendre utile? Alors, si justement on voit que la société n'évolue pas assez vite, c'est créer de la résilience. Donc moi, quand je regarde un petit peu ce que vous faites sur le Discord, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire réfléchir à si jamais il y avait une pénurie alimentaire, comment vous pouvez avoir votre autonomie, comment est-ce que vous pouvez vous passer de réseaux centralisés. Donc créer de la résilience dans nos modèles, même individuellement, groupés ou à des échelons communaux ou collectifs. Ça, la collapsologie, elle aide justement à créer de la résilience dans le pays. Après, d'un point de vue politique, si on pense que l'effondrement peut être évité, la collapsologie, elle est utile parce qu'en vrai, ces bilans sur le fait que on a constamment oublié l'effet rebond, on n'a pas vu qu'il y avait des verrous psychologiques, des dépendances au sentier, bref, tout ce que la collapsologie, elle pointe du doigt, pour moi c'est ça, elle remue une problématique, elle met en avant pourquoi la transition elle avance pas, et la collapsologie elle peut être utile, même si on n'adhère pas au fait que la société elle peut s'effondrer, parce qu'elle pointe du doigt justement ces défauts majeurs, ces défauts qu'il faut qu'on change absolument, et qu'on réfléchisse à comment est-ce que on peut amorcer une transition. Moi ce que j'aimais bien, j'ai partagé il y a pas longtemps votre Discord, le Discord des Écoras, donc qui sont des écologistes rationnels, et le Discord de Construire l'avenir. Parce que Construire l'avenir, par exemple, ce sont des personnes qui sont anti-effondristes. Et pour autant, je pense que la collapsologie, elle peut leur être utile, et je pense qu'ils peuvent être utiles aussi à la collapsologie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui pensent qu'il y a des solutions, et que les solutions, on les a, et qu'on a juste à les appliquer.
Et la collapsologie, elle peut leur apporter un regard en disant ouais, mais regarde, pour telle solution, ça nécessite beaucoup d'argent, ou alors il y a telles ressources qui sont pas viables, ou alors... elle va apporter un regard critique sur ces solutions, et eux vont chercher à les améliorer pour les adapter. Et en soi, justement, je trouve que ce regard critique qu'apporte la collapsologie sur la transition, elle va nous permettre, si jamais on y arrivait, d'améliorer nos processus pour y arriver. Ok. Alors justement, on a une question d'un membre de Construire l'avenir qui nous a été posée. Alors donc tu confirmes que tu connais leur Discord et leur travail. Oui, donc, comme alors tu l'as dit, j'attends la question, mais... Comment? Oui, on va voir la question, mais oui, je connais. Ouais. Et je recommande d'aller échanger avec eux. En vrai, ils sont très sympas. Du coup, je vais te poser les questions qu'il a posées. Du coup, est-ce qu'il y a des critiques de l'effondrement qui font sens pour toi? Si oui, lesquelles? J'ai rajouté les questions parce que du coup, il demandait il demandait juste si tu connaissais. D'accord, je pensais que c'était les questions de ouais, pour avoir rejoint leur Discord, justement, je sais que voilà, ils ont une grosse critique de l'effondrement. Après, ça a l'air de vraiment les intéresser quelque part. Donc, c'est que quelque part, ça les interpelle. Et du coup, je pense que quelque part, ça a amené des sous-questions. Que justement, est-ce qu'il y a des critiques de l'effondrement qui font sens pour toi? Et si oui, lesquelles? Hormis celles que vous avez déjà abordées que vous avez déjà abordées dans la vidéo. Et surtout, moi, la question qui me paraît la plus intéressante, parce que c'est un peu la question sous-entendue par tout le travail de Construire l'avenir, c'est est-ce que vous croyez au progrès technique comme solution pour les enjeux du futur? Moi, je vais répondre brièvement. Les critiques, oui, il y a des critiques sur l'effondrement, mais on en a parlé dans une vidéo et je suis assez raccord avec ça. Et oui, il peut y avoir des solutions techniques. Moi, je suis pas ingénieur de mon côté, donc c'est pas de mon ressort de savoir si c'est possible ou pas, mais je fais confiance, on va dire, aux ingénieurs pour le coup de faire le mieux possible de ce point de vue-là. Je pense que ça peut être possible. Je sais pas si ça arrivera ou pas, mais c'est une possibilité à envisager. Donc oui, moi je connais Construire l'avenir. Alors en ce moment, comme je suis pas mal de Discord, je lis de moins en moins ce qu'ils font. Alors Construire l'avenir, c'est surtout Damien. Je crois que je connais pas son nom de famille, mais Damien qui le gère, qui fait une critique des théories de l'effondrement, de la collapsologie. Il a même fait une vidéo, enfin un texte critique d'une de nos vidéos. Alors moi c'est quelqu'un que j'aime bien, vraiment, je regarde ça avec beaucoup de bienveillance, et je pense que en fait, si tous les anti-collapse pouvaient être comme lui, ça serait génial. Parce que la collapsologie, c'était ça, elle évoque des problèmes critiques, et il y a des personnes, justement, comme Damien de Construire l'avenir, qui viennent dire, regardez, mais il y a ça, qui peuvent l'améliorer. Et parfois, c'est effectivement des pistes qui n'avaient pas été réfléchies, ou alors, justement, la collapsologie, elle peut venir en remettre une couche en disant, oui, mais telle solution, ça peut pas marcher. Et des personnes comme ça qui ont envie de trouver des solutions, ils vont réfléchir à justement comment améliorer leur procédé. Donc moi je les aime bien, vraiment je recommande d'aller discuter avec eux. C'est souvent très pertinent, et moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait avec les anti-effondristes, parfois on partage quand même 90% du constat, quoi. C'est pas des climato-dénialistes, c'est-à-dire qu'ils admettent le fait qu'il y a une crise écologique, mais ils pensent qu'il y a des solutions techniques et qu'on n'a pas besoin de la décroissance pour résoudre ce problème. Pour la question, est-ce qu'il y a des critiques à la collapsologie que je trouve très pertinentes? Bon, on les a toutes évoquées, et également, peut-être après, c'est des critiques qui sont ponctuelles, mais que je pardonne. Parfois, il y a des points de vue, notamment sur Servine, sur les questions du nucléaire, où je trouve qu'il n'a pas poussé suffisamment loin sa réflexion, mais après il l'a poussé sur tellement d'autres sujets que j'ai du mal à lui en vouloir. C'est-à-dire par exemple la question de est-ce qu'on peut arrêter un réacteur nucléaire alors qu'il nous faut tant d'énergie, tant de mois pour le faire. En fait, quand tu discutes avec des ingénieurs sur le sujet, on se rend compte que finalement c'est pas une problématique, il faut pas tant d'énergie que ça, et qu'en fait c'est presque un non-problème. Donc je trouve qu'il y a certains sujets qui sont pas suffisamment creusés. Mais c'est très ponctuel. Après, moi, ce que j'aime pas, et on l'a pas dit dans notre vidéo, c'est vraiment le fait de donner une date. Je trouve ça très con. Enfin, déjà que l'effondrement reste une probabilité, et c'est pas une prophétie, mais en plus, être capable de le dater, c'est-à-dire que je crois que j'ai regardé la vidéo de Ma ferme autonome, l'interview d'Yves Cochet, où il disait, je sais plus,
L'effondrement, ça sera peut-être 2025 ou 2035. Je suis pas à 5 ans près. Je crois que j'ai levé les yeux jusqu'à la station spatiale, quoi. Mais Ouais. c'est mec à 5 ans près, t'es gentil. Ouais, je dirais que c'est un peu le syndrome des pionniers, quoi. C'est qu'ils défrichent le terrain, et puis finalement derrière, ceux qui arrivent derrière affinent la pensée, quoi. Et je pense que derrière, il y a quand même des gens qui ont développé le travail de Servigné ou enfin, parce que finalement, voilà, l'affiliation, c'est ça, hein, c'est Cochet, Servigné, Servigné, Servigne. Servigne, pardon. Servigne, il a commencé à travailler là-dessus sur un sujet lancé par Yves Cochet, donc c'est des gens qui ont été pionniers. Après, je pense qu'aujourd'hui, la pensée, elle a été un peu creusée et on fait mieux entre guillemets, ou en tout cas, il y a des gens qui ont affiné le constat, quoi. Ouais, après, c'est pour ça, franchement, c'est pas une critique très virulente de leurs propos parce que ils ont essayé de faire des liens dans plein de disciplines, ils ont mis en avant des concepts et des points super intéressants, donc moi je leur en veux pas de pas non plus être parfait ou de dire des conneries. Mais bon, après voilà, quand Servigne, par exemple, quand on lui pose la question, qu'il répond, bah moi l'effondrement, ça sera peut-être 2020, avant 2020, avant Il a 2000. dit ça il y a 1 an et demi sur Thinkerview. Ouais. Ouais, mais voilà, mais il l'a redit cette année. Ah ouais. Mais voilà, moi j'adore Servigne, mais je crois qu'il l'a dit, il restait 4 mois, quoi. Donc, C'est un peu short. après, bon, il a affiné, je crois qu'il avait dit, mais attendez, je dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais qu'on va commencer à rentrer dans un processus, c'est sûr, dans ces moments-là. Donc, bon, je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que ça dessert totalement le propos. Et je pense qu'il y a aussi une critique de la collapsologie, c'est aussi une façon de communiquer sur le propos. Moi, quand Servigne, après, Servigne, il le voit comme une blague, hein, de dire, bon, je suis désolé, je vais vous parler de fin du monde. Lui, ça le fait rire, parce qu'en fait, c'est dit sur un ton ironique. Mais du coup, les gens, ils pensent véritablement que c'est la théorie de la fin du monde, alors que c'est pas le sujet. Donc, je pense qu'il est... Mais peut-être parce qu'il prend peut-être pas assez au sérieux ce qu'il dit lui-même, je sais pas. Donc, véritable critique. Et autre question, du coup, que tu m'avais posée, c'est est-ce que je crois aux solutions techniques? Oui, alors en partie, parce que je pense que il y a un biais, il y a un risque en fait de devenir technophobe, c'est de se dire qu'en fait, bon bah la technologie elle peut pas nous aider, que c'est une fuite en avant. Et en vrai, il faut encore une fois avoir un regard technocritique, c'est-à-dire que se dire que effectivement, peut-être que il y a des solutions techniques qui sont juste de la fuite en avant, qu'il faut pas aller vers ça, mais il y en a d'autres qui peuvent être ultra pertinentes. Et je sais que j'ai échangé avec une personne qui disait ouais, mais maintenant il y en a que pour la technologie, c'est IA par-ci, IA par-là. Et en fait, bah, je m'étais plongé un peu dans le sujet. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle peut être hyper utile dans la transition écologique. Elle peut nous permettre de mieux gérer les réseaux d'électricité, de mieux répartir nos ressources, du coup d'aider à la sobriété. Donc ouais, en vrai, il y a des solutions techniques qui peuvent être ultra pertinentes. Après, penser, et c'est peut-être la critique que je ferai à construire l'avenir, c'est se dire qu'en vrai, tout passerait par là et qu'il faut absolument éviter la sobriété. Ça, personnellement, j'y crois pas. Je trouve que les enjeux, ils sont trop gros. Et surtout que ceux qui vendent la technologie ont parfois un regard beaucoup trop bienveillant dans le fait qu'elle puisse s'adapter ou s'installer durablement. En fait, il y a énormément de freins au développement des technologies. Alors, il y a la dépendance au sentier, l'effet rebond, le coût de solutions qui seront par exemple mauvaises environnementalement, mais qui vont flinguer ton projet économique. Enfin, voilà, je suis absolument pas convaincu que la technologie va venir nous sauver. Mais par contre, je suis absolument pas technophobe et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Il faut pas que les gens tombent dans un rejet de toutes les solutions techniques, mais il faut adopter un regard critique sur elles. Ouais, il y a un vrai enjeu à pas répondre aux excès par des experts. Je pense que c'est valable sur pas mal de sujets finalement. C'est de prendre le meilleur du progrès, savoir en faire la critique, parce que justement la réponse du tout technique va pas toujours donner des merveilles ces dernières années. Et à l'inverse, le zéro technologie, pas mais une solution.
par exemple, c'est quelque chose qui revient. Moi, je crois que j'avais déjà échangé avec Construire l'avenir avec Damien sur le sujet. C'est par exemple, je pense qu'il y a des points où il faut admettre que la technologie, elle est à la ramasse en termes financiers ou même en termes d'efficacité. Ce que j'aime bien prendre, c'est la question, par exemple, de la rénovation thermique des logements. Si on veut rénover tout le parc immobilier en France et même dans le monde, hein, parce qu'en vrai, la transition écologique, c'est mondial. Ça coûte des centaines et des centaines de milliards et ça va être des dizaines et des dizaines d'années, voire un demi-siècle pour rénover le parc, pour gagner 2 degrés dans les logements. Mais en fait, 2 degrés, c'est ce qu'on gagne en foutant un pull, quoi. Et ça nous coûterait quelques millions à envoyer un pull à chaque Français en alpaga pour qu'il soit bien et qu'il soit confortable. Donc ça, c'est par exemple un exemple où la sobriété met à la ramasse le développement technologique. Mais il y a d'autres domaines où effectivement, sur les, je sais pas, si on parle des hôpitaux ou ce genre de sujet, on n'a pas envie de passer au low-tech sur les questions de chirurgie, quoi. Où là, effectivement, faut peut-être laisser la technologie se développer, qu'elle peut peut-être devenir un peu plus sobre en ressources, mais qu'on n'est pas obligé d'aller dans la décroissance à fond sur ces sujets, quoi. Ouais, après, c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'étais dans un magasin de jardinerie là pour acheter une plante, et tu vois le 50 rayons pour les décos de Noël et tout, et tu te dis, il y a quand même des décisions de sobriété qui pourraient trancher des économies énergétiques de manière assez radicale. Alors, on pourrait faire des guirlandes super high-tech qui coûtent 10 fois moins d'énergie, ou alors on interdit les décos de Noël. Il y a un moment, il faut trouver Enfin, il faut faire des choix. Soit on va à fond dans la sobriété, soit on va à fond dans le développement, mais il y a des choses assez simples qui sont pas faites. Et ça, pour le coup, tu vois, j'y reviens, je pense que c'est quand même une question de choix. Et bon, j'ai pas vraiment de solution à apporter là tout de suite, mais envoyer un pull à tout le monde, c'est pas mal. Après, de toute façon, je pense que on peut pas. Je pense que ceux qui raisonnent dans le fait que la solution, c'est des technologies vertes, c'est des technologies propres, ne réalisent pas que en fait la sobriété, elle peut être hyper efficace dans des domaines, que les technologies, ça va être long, coûteux à développer. Mais également, je pense que en fait, la sobriété partout, à partir du moment où, en fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est quand tu rentres dans un dogme de la décroissance à fond et que la décroissance, tu passes à côté de choses qui nous auraient pu nous permettre de pas être sobre sur des domaines parce qu'il y a des solutions techniques qui sont pertinentes, environnementalement ça passe, etc. Donc je pense que de toute façon les trois leviers qui étaient identifiés par le GIEC, c'est l'efficacité, les solutions technologiques et la sobriété. Il faut qu'on joue sur ces 3 leviers. Après, moi j'ai un petit faible pour la sobriété que je trouve beaucoup plus efficace. Ok. Du coup, il nous reste 5 minutes. J'ai une dernière question, et puis après, on vous laissera le mot de la fin. Est-ce que vous avez vu la série des Parasites, l'effondrement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas encore vu. Ok. Alors, moi, je l'ai vu. Je crois que sur Twitter, j'étais revenu sur les différents épisodes. Alors, moi, je pense que j'aurais appelé la série Effondrement et pas l'effondrement. Mais bon, après tout, la chaîne YouTube a elle aussi le L apostrophe, parce qu'en fait, un effondrement, c'est pluriel, c'est plus compliqué que ça. Et là, ça participe au fait de rendre l'effondrement comme quelque chose d'individualisé, de personnifié, quoi. On est en train de lui donner un visage, alors qu'en réalité, il en a 15 000. Mais sinon, je trouvais qu'elle abordait des points qui étaient intéressants, justement, ce fait que l'humain en termes de crise, c'est à la fois un salaud et à la fois quelqu'un qui est bienveillant. Je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit, vous vous rendez compte, dans la série, les gens sont affreux entre eux. Je me disais, attends, non, dans un épisode, il y a des mecs qui débarquent de nulle part et qui se font accueillir dans une ferme. C'est pas affreux. Donc, ça montre que l'humanité, en fait, elle est plus sympathique qu'elle en a l'air, mais qu'en fait, elle est complexe, ambivalente. Après, moi, je suis pas fan de cette idée de instant T qui a été choisi. Comme on l'a dit au début, pour moi, l'effondrement, c'est plus un long déclin. Ouais, avec l'histoire des J+2, J+5 et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne une date. Alors que voilà, pour moi, c'est pas jeudi 12 décembre l'effondrement. Enfin, si ça a lieu, me mettez pas ça sur le dos. Ouais. Mais non, mais après j'aimais bien la série parce que elle est super visuellement.
J'avais un problème avec les jours. La question du traitement de la centrale nucléaire, vraiment, j'avais pas d'avis dessus parce que je me disais, ça manque d'éléments. Enfin, je n'étais pas qualifié pour vraiment la juger. Attention. Ouais. Bon, bah, en tout cas, si vous voyez cet épisode sur le nucléaire, il y a des personnes sur Twitter qui sont revenues dessus, qui ont apporté un point de vue technique. C'était super intéressant. Ça montre aussi qu'on peut avoir des regards biaisés sur comment ça pourrait se passer parce que ils ont fait appel ils ont voulu faire appel à des personnes qu'ils pensaient qualifiées ou qui étaient qualifiées. Hein. Peut-être que j'ai lu des conneries. Mais donc ça montre qu'il y a des préjugés. Et après, bon, moi je n'étais pas très fan ensuite du dernier épisode. Dernier épisode qui met en avant une... je suis un peu obligé de spoiler, mais... Légèrement, vas-y. Ouais, une politicienne qui, en gros, avait un regard très méprisant du genre l'effondrement, c'est pas possible, vous êtes un guignol. Et en réalité, vous voyez à la fin qu'en fait, elle savait que ça allait se passer, mais qu'elle veut pas le dire. Pour moi, c'est un regard trop manichéen. Je pense que c'est plus des incompétents que des méchants, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça alimente un peu la théorie complotiste du truc, ce dernier épisode. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, les décisionnaires politiques, ça fait partie des personnes auxquelles il faut faire une véritable pédagogie sur les enjeux climatiques. Et si on part du principe qu'en fait ils savent et que c'est des débiles, bah on se coupe d'une partie de la solution. Ouais. Et alors du coup, tu l'as un peu dit, mais je vais le redire et je pense que tu vas être d'accord avec moi. On est quand même plus ou moins d'accord, tous ceux qui l'ont regardé, que c'est quand même une vision qui est moins sombre que d'habitude par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les médias sur la question de la fin du monde, etc. Si je pense à des classiques, des films, des séries ou quoi, c'est tout le temps très très sombre. Et je sais pas si tu connais un peu le discours de Arthur Keller sur les récits, c'est tout ce qu'il dit sur... Servigne en parle aussi. Tu vois de quoi je parle ? Oui, totalement. En gros, pour résumer, pour les gens qui voient pas de quoi je parle, ils disent donc, ces gens-là, Arthur Keller, Pablo Servigne, ils parlent beaucoup des récits et ils disent que ça fait partie des choses qui vont être importantes pour les années à venir, pour éduquer les gens et tout. Et en gros, ils disent que, par exemple, Arthur Keller, il est en train d'écrire une série, par exemple. En ce moment même, il est en train d'écrire une série sur l'effondrement. Et en fait, eux, leur point de vue, c'est que en apportant des récits, justement, où ça se passe pas comme d'habitude, c'est pas hollywoodien, avec des gens qui se tirent dessus, qui se mangent et tout, et c'est comme ça, en fait, qu'on va préparer les gens à l'avenir. C'est qu'en leur montrant ce qu'on peut construire, justement. En leur montrant une fin du monde qui sera différente de ce que Walking Dead ou les films de zombies ont pu nous montrer. Et du coup, par rapport à ça, en ayant cette question derrière la tête, est-ce que vous avez des médias à nous conseiller ? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué ? Est-ce qu'il y a des récits qui vous plaisent, qui vous parlent ? Et puis surtout, voilà. Voilà, je vous laisse la parole, j'ai fini ma question, désolé. Moi, j'ai assez peu de récits qui me plaisent, on va dire, en termes de récits autour de l'effondrement. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est me renseigner sur des médias peut-être qui sont un peu plus joyeux, un peu plus mainstream, savoir justement quel récit est donné à une population un peu moins éduquée sur le sujet. Et notamment, j'aime bien la revue Uzbek Erika, qui prend des points de vue à droite à gauche. Je suis pas souvent d'accord avec ce qui est raconté, mais j'aime bien me renseigner, on va dire, par rapport à ça, à ce qu'ils peuvent raconter sur le sujet. Alors moi, je tiens à dire que, en fait, déjà, quand on a réfléchi à la création de la chaîne, à la base, ça répondait à cette problématique. C'est le fait de se dire, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'effondrement, à la possibilité d'effondrement social, politique. Et pour autant, quand tu écoutes leur discours, c'est vraiment soit on va tous vivre dans la comté comme des hobbits, soit ça va être Mad Max. Et c'est très hollywoodien, ça paraît pas vraiment se raccrocher à la réalité. C'est aussi pour ça que nous, on a voulu proposer la chaîne. C'est-à-dire, c'est vraiment faire des projections de comment la société elle peut évoluer en se reconstruisant après un effondrement et d'essayer de les sourcer. Alors, on fait pas forcément du travail scientifique, on fait plus un travail journalistique. Mais pour moi, j'ai pas vraiment de récit qui m'inspire tant que ça. En fait, c'est plus en me renseignant sur plein de sujets que je réalise qu'en fait, le monde, il est plus compliqué que ça en a l'air. Et par exemple, sur la question des transports, je me disais, peut-être que les Zeppelin vont revenir à la mode.
Et voilà, je m'étais fait ma petite idée, bon bah voilà, peut-être que le monde, ça deviendra ça. Et en fait, quand tu te renseignes sur le sujet, tu te rends compte que non, il y a plein de problématiques, que ça peut pas se développer comme ça, et que même c'est pas une super alternative. Donc au niveau des récits à se créer, je pense que c'est essentiel, mais il faut aussi se les créer soi-même, il faut aller les rechercher. Faut pas rester dans du fictionnel, parce qu'en fait, le fictionnel, ils sont très liés à un point de vue qui est très hollywoodien, très dans le récit, très dans le fantastique. C'est des biais qu'on a tous, et qu'il faut être un petit peu plus terre à terre et d'essayer de voir justement comment ces visions un petit peu utopistes ou dystopiques de la réalité, elles collent avec des projections qu'il peut avoir ou des situations semblables. Ok. Bah, merci à tous les deux pour cette interview. Sur la chaîne, c'est quoi les sujets à venir qui sont dans les tuyaux? Alors on a un épisode qui devrait sortir, en fait je vais pas donner de date parce qu'on sait pas les tenir, sur la question plus des divertissements. Alors à la base c'était un épisode de transition, c'est-à-dire que on voulait traiter vraiment un sujet souvent on se dit que les divertissements, le sport, les voyages, tout ça, c'est des trucs, il n'y a pas de réflexion à avoir d'un point de vue environnemental ou sur les questions écologiques, alors qu'au contraire, hein, nos divertissements, ils sont très liés à notre mode de vie, et qu'un effondrement de société, ça les bouleverse et ça change certains paradigmes. Comme autre sujet qu'on a prévu de traiter, on a le fameux épisode de la violence et de l'entraide, qui est sûrement l'épisode qu'on nous a le plus demandé dans tous les commentaires. Je crois que c'est celui qui... on fera le 1 million de vues, c'est sûr. Non, on verra. Mais ouais, traiter la question de l'entraide et de la violence dans une société effondrée. Je pense que c'est un sujet qui est majeur, mais qui est difficile à traiter parce que ça nécessite peut-être de déconstruire certaines visions, mais également d'être capable d'avoir fait suffisamment de recherches et de pouvoir apporter suffisamment d'éléments pour que les gens adhèrent ou non. Et je crois que... Et oui, un autre sujet qu'on veut traiter, c'est les modèles les plus pessimistes au niveau du climat. Et pour un petit peu faire de la pédagogie, qu'est-ce que sont ces modèles, ces fameux modèles du GIEC où on arrive à 7 degrés? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment on en arrive là? Pourquoi c'est pas forcément les scénarios les plus probables, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas non plus les ignorer? Donc voilà pour le moment au programme. On a plein d'autres sujets, mais sur les autres, on n'a pas encore amorcé les recherches ou les réflexions. Ouais, on va suivre ça attentivement. Moi, j'aime beaucoup vos vidéos et les 3 sujets que tu viens d'évoquer particulièrement. Je pense que sur les loisirs, c'est clairement... il y a clairement un sujet vraiment à creuser sur se réapproprier d'autres formes de loisirs que connaissaient nos grands-parents, puis des nouvelles choses à inventer, quoi. Il y a vraiment une vision différente à apporter. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de voir tout. Merci à tous les deux. Merci à toi. Et de rien. Et on reste disponible encore sur le Discord après la fin du live. S'il y a des personnes qui voulaient discuter ou qui avaient des questions qui n'ont pas pu être formulées, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Anne?